Bonjour, donc ici on est le 9 avril 2019. On va faire une petite vidéo sur les lois de Newton. Quand je dis les lois Newton, c'est la euh, mécanique classique, c'est-à-dire la mécanique propre aux lois qui ont été attribuées à Newton, c'est-à-dire la mécanique qu'on va appeler newtonienne. Mécanique newtonienne. Donc mécanique classique ou mécanique newtonienne, au travers bien sûr d'un voilà, d'un développement de boîte, hein, de boîte. Je vais dessiner tout de suite le dessin maintenant et je vais étudier le système que vous allez voir maintenant. Quoique je n'aime pas encore parler de système maintenant parce que je vais tout définir maintenant. Donc on a une boîte ici que je vais appeler B. Là j'ai une deuxième boîte B. Là j'ai une troisième boîte B. Donc j'ai une boîte que je vais appeler B1, une boîte B2, une boîte B3. Bien sûr, repose, ici les B1, B2 reposent sur le sol, et que entre la boîte B3 et B2, il y a un soutien au travers d'une plaque. Voilà, j'ai une plaque ici. Par contre, je vais prendre un marqueur rouge. Voilà, donc en fait, on a une plaque ici, mais mon marqueur ne va pas très bien, donc je vais changer de marqueur pour dessiner ici une plaque qui, qui repose bien sûr qui repose sur les boîtes B1 et B2 et B3 repose sur la plaque. Voilà la plaque. Voilà, ça c'est mon ensemble. Donc constitué de B1, B2, B3. Bien sûr, ici on retrouve le sol et la plaque ici. Bon, plaque que je vais appeler P, sol que je vais appeler S. Et bien sûr, qui est en contact, tout ceci est en contact, enfin, se retrouve dans un environnement. On est dans un environnement, je suppose un environnement terrestre, donc on a en plus de ça la Terre. La Terre qui communique, je veux dire, avec tous ces corps. Bon. Alors, déjà ici, on peut déjà entamer quelques petites réflexions. C'est qu'on a plusieurs objets, plusieurs corps. Bon, on pourrait définir que un corps, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ensemble de points matériels. Bon, alors qu'est-ce que j'appelle point matériel? Ben, c'est une quantité de matière qui occupe, si vous voulez, un certain volume donné, infiniment petit. Hein, donc, cette boîte-là, elle a toutes des points matériels infiniment petits qui occupent un certain volume donné. Et tout comme cette boîte aussi ici occupe tout un ensemble de points matériels. Cette boîte-là occupe tout un ensemble de points matériels. Et cette plaque, voilà, possède tout un ensemble de points infinis. Voilà, quantité de matière occupant un certain volume donné, infiniment petit. Bon, déjà, on entend pour point matériel l'infiniment petit. Bon. C'est dire qu'à cette époque, bon, à l'époque de Newton, Newton qui est fort connu, hein, si je vais parler de lui, parce que je vais voir voilà, l'ensemble des corps ici, avec les interactions de ces corps et quelle grandeur interagit entre ces corps-là. Voilà, je vais voir tout ça, mais il va de soi qu'on devra passer directement par Newton. Pourquoi Newton? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que Newton était, je veux dire, un grand scientifique, hein, un grand savant, qui a travaillé justement ces notions-là, voilà, de corps placés, je veux dire, en un endroit quelconque, hein, de l'univers ou de la Terre, peu importe. Ici, moi, je me suis situé avec des corps au niveau de la Terre, mais que Newton était d'abord un philosophe, hein, un philosophe. Pourquoi philosophe? Parce qu'en fait, bon, quand on a des descriptions, des relations mathématiques, des grandeurs physiques qui sont reliées par
voilà, des relations mathématiques. C'est très simple d'expliquer beaucoup de choses, mais quand on n'a pas d'équations, si vous voulez, mathématiques représentant les grandeurs en relation, ben, de un, il faut les trouver, et de deux, les trouver, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Bon, on peut quand même, on peut expliquer simplement la relation quand on connaît la relation, mais quand on n'a pas la relation, eh bien, on a d'autres moyens qui est la philosophie et qui permet déjà avoir une certaine pensée et avancer, je veux dire, dans certaines notions scientifiques au travers de la philosophie. Et donc Newton était un philosophe, c'était aussi un, comment est-ce qu'on appelle ça, un alchimiste, parce que cette époque-là, c'était l'époque voilà, de l'alchimie. C'était un mathématicien et quand je dis mathématicien, il a développé les infiniment petits, tout comme William Leibniz l'a fait. Donc les infiniment petits. Donc il connaissait déjà les infiniment petits hein, au niveau de Newton. Hein. Bon, il était à un stade, à une époque. Bon, c'est 100, je ne me rappelle plus combien. C'est 100. Bon, il faut aller voir sur internet. Ça date de naissance. Il est mort en 1700, je ne sais pas combien. Bon, en tout cas, il est né en 1700, en 1600 pour mourir en 1700. Donc c'est toute une époque où on avait l'apogée de la science euh, qui, a, euh, qui avait comment, apporté énormément d'avancées scientifiques pour commencer à entrevoir d'autres nouvelles connaissances euh, et certaines connaissances éloignées historiques hein, ont été surpassées euh, à ces époques-là, parce que beaucoup d'explications ont été données à ces époques-là, on a trouvé beaucoup de choses, alors que dans l'Antiquité, bon, ils supputaient certaines choses, ils philosophèrent sur certaines choses, sans savoir trop où ils allaient, puisqu'ils n'avaient pas les relations mathématiques, les équations, n'avaient pas les équations, les relations mises en jeu, les grandeurs mises en jeu, et ils ne connaissaient pas toutes les grandeurs, voilà, en possession telle que l'avait Newton, puisque à l'époque de Newton, il était quand même bien outillé. Et donc, un des outillages qu'il avait, ben, vous comprendrez que c'est la quantité de mouvement, la variation de la quantité de mouvement. Voilà, voilà le vecteur P. Mais donc, et là, on voit du calcul infinitésimal, hein, D sur dt, bon, c'est de l'infinitésimal, hein, la variation de quantité de mouvement qui va donner ces fameuses lois de la dynamique. Hein, les fameuses lois de la dynamique, parce que si je développe P, alors dp sur dt, on sait bien que c'est d mv sur dt. Bon, si on est dans un environnement où la masse est constante, mais on peut sortir la masse de la dérivée, donc on aura dv sur dt, et on sait très bien que, euh, bien sûr que, on sait bien que dp sur dt, c'est la somme des forces, hein. C'est la résultante des forces qui agit sur un corps est égal à la variation de la quantité de mouvement dp sur dt. Et donc là, en ayant une masse constante dans l'environnement, si la masse était constante, il n'y aurait pas de variation de masse, et on peut dire que c'est dv sur dt. Et donc la somme des forces est égale comme dv sur dt est la variation de vitesse, à certaines époques, ils ne connaissaient pas l'accélération. L'accélération n'était pas connue, mais voilà. Certains disaient que la somme des forces était proportionnelle à la vitesse, c'était pas vrai, mais la somme des forces était proportionnelle à la variation de la vitesse. La variation de la vitesse par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Et donc, il a fallu mettre un terme, enfin, une grandeur à cette dv sur dt qui était ma. Donc, la somme des forces est égale à ma. Et on retrouve, si vous voulez, la loi de l'inertie ici, voilà, somme des forces égale à ma, qui est la loi, enfin, la loi numéro 2 de Newton de la mécanique classique, parce que Newton a fait des calculs, a trouvé tout d'abord un télescope de Newton, le télescope de Newton. Il a trouvé le prisme de décomposition de la lumière blanche. Il a trouvé, je veux dire, les trois lois de Newton. Il a trouvé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Hein. Bon, il faut aller voir les encyclopédies, je veux dire, correspondantes au développement de Newton pour voir ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à la science. Et je peux vous dire qu'il a apporté énormément et que c'est un nom, bon, c'est un grand nom de la science, celui qui parle de Newton. Ben, bon, il ne pourra pas y échapper. Hein, quelqu'un qui fait de la mécanique ou de la statique ou de la dynamique ou des mathématiques. Hein, d'ailleurs, voilà, son nom est référencé beaucoup de fois en mathématiques. Eh bien, Newton
a donné pas mal de choses à la science. Voilà. Bon, alors Newton a donné son nom justement on a donné le nom de Newton à la grandeur force, à l'unité de la grandeur force. Bon, le Newton, on lui a attribué la grandeur, euh, l'unité de grandeur force, c'est ce qu'on appelle le Newton. La force se mesure, si vous voulez, en Newton, du nom de Monsieur Newton, qui a découvert pas mal de choses, bien sûr. Monsieur Newton, qui est, qui est né en Angleterre, l'année de la mort de Galilée. Hein. Bon, Galilée qui est un autre grand nom de la science, mais il est, voilà, Newton était en relation avec pas mal de scientifiques connus de l'époque, bien sûr. Donc voilà, et il était plus que philosophe, il était aussi, je sais plus, théologien, je crois. Voilà, théologien. Bon, alors, il nous a donné la mécanique classique au travers, bien sûr, des éléments qu'il avait déjà à la base concernant l'Antiquité et concernant, je veux dire, certaines choses qu'il savait de par les encyclopédies, de par certains savants qui avaient énoncé certaines choses, mais il a créé ce qu'on appelle le fameux, voilà, euh, il a défini, je m'excuse, à cette époque-là, je m'excuse, à cette époque-là, il définissait un repère en 3 dimensions, x, y, z, qu'ils appelaient un repère, bien sûr, qui était absolu, et non pas relatif, il ne dépendait pas d'un autre repère, il dépendait que lui-même, hein, bon, il était absolu, et voilà, il n'était pas dépendant, il était, voilà, c'était sur lui qu'on se basait pour dire, de baser d'autres repères sur lui-même, sur celui-ci, sur l'absolu, alors que les autres, par rapport à celui-là, étaient appelés relatifs. Les autres repères, bien sûr, qui étaient en communication avec celui-ci et qui subissaient voilà, des transformations, voilà, de repères. Voilà. Et donc, ce repère-là, on appelait ça, ce repère-là, un repère mathématique qu'on appelait galiléen. Voilà, c'était un repère absolu dans lequel, à partir d'une définition d'un repère, ce qu'on appelait un repère galiléen, eh bien, les autres repères qui étaient relatifs pouvaient être considérés comme galiléens, pour autant qu'il y avait un mouvement de rectiligne uniforme entre les deux repères. Par exemple, si je prends la Terre, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, les étoiles, c'est un système galiléen, par exemple. Mais la Terre n'est pas un système galiléen parce qu'en fait, il y a la rotation en plus de la Terre. Donc voilà. Donc si on néglige la rotation de la Terre, ben, on peut considérer la Terre comme un repère galiléen. Alors pourquoi ces repères-là? Parce qu'en fait, les lois d'inertie ont été, je vais dire, les lois d'inertie, la fameuse formule que je viens de vous montrer, somme des forces égale à MA, eh bien, se définit bien sûr par rapport à des repères suivant l'environnement. Or, moi, ici, je suis sur Terre. Mon environnement, c'est la Terre. Hein, pour le cas des boîtes ici, mon environnement, c'est la Terre. Mon repère, bon, je pourrais mettre tout simplement un repère XY, puisque je suis dans un plan et non pas dans l'espace. Donc, je repère planaire XY. Et bien sûr, l'origine étant ici. Bon, le repère, il faut bien le placer, essayer de bien le placer pour avoir les équations les plus simples possibles. Voilà. C'est surtout la manière de positionner son repère le plus judicieux qui va faire en sorte que vos équations seront je veux dire, plus faciles à traiter. Voilà, et elles seront moins longues, voilà, moins de difficultés à traiter. Voilà, donc on a toujours nos fameuses 3 boîtes là, B1, B2, B3, et notre plaque avec le sol ici, et la Terre qui est notre environnement. On a placé un système OX, Y, parce qu'on est dans un repère dans le plan. Bon, il s'avérera que dans beaucoup d'exercices, bon, on utilisera par exemple des repères spatiaux, pourquoi pas X, Y, Z, O, X, Y, Z, O étant l'origine. Et donc, si je définis un repère absolu qui est galiléen, eh bien, tout repère qui sera en translation par rapport à ce repère galiléen, eh bien, par exemple, sera galiléen. Si je prends R1 qui est voilà, R1 est en translation par rapport à un repère galiléen, eh bien, c'est que R1 sera galiléen aussi, et donc on peut définir par rapport à un repère absolu tous des repères relatifs qui sont galiléens aussi. Donc, et pourquoi galiléen? Parce que le repère de Galilée, c'est un repère pour lequel la loi d'inertie
est applicable. Les lois de la mécanique sont applicables, hein. Quand je parle de loi de la mécanique, c'est les lois de l'inertie et de beaucoup d'autres lois. Parce qu'ici, on est en mécanique classique, parce qu'il existe d'autres mécaniques, bon, qui est la mécanique relativiste, par exemple. Eh bien, je veux dire, c'est un autre monde, et donc ici, ça, voilà. Donc, on aura trois lois, hein, trois lois. Dans les lois de Newton, on en rencontre trois. Mais les deux premières, en fait, une seule suffit. Somme des forces égale à Emma constitue, je veux dire, attention, vous voyez la notion vectorielle de somme de forces, hein, M étant un scalaire. Bien remarqué que la masse étant un scalaire. Alors, dans la masse, elle peut se décomposer en masse grave et masse inerte. Bon, le but ici, ce n'est pas de voir la masse grave ni la masse inerte. Voilà. Euh, mais tout simplement pour vous dire que la masse peut être la masse grave et la masse inerte, et que je montrerai dans une vidéo que la masse grave et la masse inerte sont identiques en valeur, mais c'est un hasard, mais que, je veux dire, quelque part, ce sont deux masses différentes. Voilà. Mais j'expliquerai ça dans un autre. Voilà. Mais ce, cette deuxième loi qui est la loi de l'inertie, somme des forces égale à ma, nécessite, je veux dire, bien sûr, un repère galiléen. Donc, voilà, nécessite de définir un repère galiléen, chose qui est fait dans la loi numéro 1, ça c'est de 1, et de 2, cette loi signifie que si l'accélération est nulle, eh bien, on a l'accélération qui est nulle, donc m fois 0, ça fait 0, mais 0 vectoriel, donc la somme des forces égale 0. Et donc là, on est dans un autre monde. Voilà, on est dans un autre monde. Là, on sera dans le monde de la statique, alors que là, on sera, si l'accélération est différente de 0, on sera dans le monde de la dynamique. Voilà, c'est ça qui va faire en sorte qu'on est soit en statique, soit en dynamique. Mais la deuxième loi est une condition suffisante, voilà, de la première. Et la première, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que c'est une loi de conservation, si vous voulez, de, de mouvement, de monde de repos. Voilà. C'est-à-dire que la première loi de Newton, elle dit que tout corps qui conserve un état de repos, tout corps conserve son état de repos ou de mouvement, hein, bien sûr, en MRU, bien sûr, en mouvement rectiligne uniforme. Hein, il n'y a pas d'accélération, si vous voulez. Hein, il conserve son MRU, oui, il reste au repos s'il est au repos, pour autant que il n'y a aucune force qui agit sur le corps. Bon, donc tout corps conserve son état de repos, il reste en équilibre s'il est en équilibre, ou il reste en mouvement rectiligne uniforme s'il n'y a aucune force qui agit sur lui. Voilà. Or, ce qui est dit là, c'est une, si vous voulez, une condition suffisante de la relation numéro 2. Voilà, donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, de décortiquer deux lois, mais ils l'ont fait. Ils ont dit que la première loi, ce sera la conservation d'un corps au repos ou en mouvement, s'il est au repos ou s'il est en mouvement, pour autant qu'il n'y a aucune force qui agisse. Voilà. Mais s'il y a une force qui agit, bien sûr, ça va stopper le mouvement, ou peut-être même l'accélérer, hein, ça dépend dans quel sens sera le mouvement. Voilà. Et la seconde loi, c'est la loi de l'inertie, hein. Voilà, avec sa masse grave et sa masse inerte, hein. Voilà. Et la troisième loi, c'est la loi de l'action et de la réaction. Et donc, les deux premières se suffisent pour n'en faire qu'une seule, si vous voulez. Parce que bon, dans l'une, il y a une condition suffisante qui va reprendre l'autre. On va dire ça comme ça. Donc, il faut un repère galiléen d'office. Et donc, d'office, s'il n'y a aucune force qui agit, on reste en équilibre, somme des forces égale à 0. Mais s'il y a des forces qui agissent, à ce moment-là, on a soit une décélération ou une accélération, c'est-à-dire un freinage ou une accélération suivant le sens de l'accélération. Voilà. Et la troisième loi, c'est la loi de l'action et de la réaction. Voilà. Et ça, c'est les trois lois de Newton, la mécanique classique, qui fait référence voilà, aux forces et des causes, enfin des causes capables de créer le mouvement. Quelles sont les causes capables de créer le mouvement? Ben, ce sont les forces. Maintenant, je dirais entre parenthèses que euh, la première loi, pour moi, elle n'existe pas. Bon, je veux dire pourquoi? Parce que ça voudrait dire que elle garde son mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que bon, le mouvement est rectiligne indéfiniment. S'il n'y a pas de force qui agit sur elle, or il y a toujours des forces d'interaction, je veux dire, dans l'espace. Hein. Ne me parlez pas du vide, parce que le vide, ça n'existe pas de 1, et quand un corps est dans le vide, c'est qu'il n'y a plus de vide. Parce que si un corps est dans le vide,
Hein, si vous considérez un corps dans le vide, ben, le vide n'est plus vide puisqu'il a déjà un corps. Et de plus, un corps, bon, il y a le vide quantique, ça oui, mais le vide pur, absolu, ça n'existe pas. Voilà, donc pour vous dire que rien ne sert de faire des supputations sur un réel vide, il n'y a pas de vide. Donc ici, il y a toujours des forces, ne fût-ce que la force de gravitation dans l'espace. Donc, fatalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une force de gravitation, mais il y a des forces qui vont interagir sur le mouvement rectiligne uniforme, enfin sur le corps en mouvement, pour, je veux dire, soit réaccélérer, ou soit décélérer, ou soit courber, courber la trajectoire, ou des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, il y aura un déséquilibre, il n'y aura pas une conservation, puisque c'est la notion, toute notion de conservation qui se fait, je veux dire, je veux dire, à une échelle, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, la plus précise n'existe pas. Voilà, les lois de conservation, les lois conservatives, généralement, il y a toujours voilà, ça ne se conserve pas comme on croit. Voilà, il y a toujours, par exemple, si je prends la conservation d'énergie, il y a toujours des pertes. Ça n'existe pas la conservation d'énergie, sinon on aurait un mouvement cyclique, hein, un mouvement cyclique perpétuel. Or tout ça, ça n'existe pas. Donc on est dans l'idéalisation la plus pure, ce qui veut dire que les lois conservatives n'existent pas. Donc fatalement, la loi numéro 1, qui est une loi de conservation du mouvement ou du repos, n'existe pas. Voilà. Parce que avec le temps, il se passera quelque chose, un objet qui est en équilibre. Faudrait me le dire parce que le jour tout a été en équilibre à un moment donné, hein, ça veut dire que voilà, il y a des forces qui ont interagi pour donner l'équilibre de l'univers, mais que cet équilibre-là va pas rester toujours éternellement. Donc un jour viendra. Ça, c'est la notion temps, de laps de temps. Un temps infini n'existe pas. Donc fatalement, tout ce qui est en équilibre finira par ne plus être en équilibre, finira par être en déséquilibre pour une raison ou une autre, voilà, de l'environnement spatial. Mais on peut se dire que bon, quand un corps est en équilibre sur un laps de temps, mais il va rester en équilibre si personne n'interagit sur lui. Voilà. Donc la première loi, c'est sur des petites échelles de temps. Voilà. Et des petites échelles d'espace. Pourquoi? Parce que si l'espace est grand, bon, on n'aura jamais un mouvement rectiligne, puisque la droite n'existe pas. Une droite, ça n'existe pas. Mathématiquement, une droite, ça n'existe pas. Donc avoir un mouvement purement rectiligne uniforme, dans l'espace, ça n'existerait pas. Parce qu'en plus de ça, il y a tout plein de planètes, et donc il y a l'interaction des forces avec les planètes, etc., etc. Il peut finir ce mouvement parce qu'il va y avoir un choc. Quand on parle de choc, ben, bon, il ne faut pas oublier qu'un choc élastique, d'accord, le corps va revenir en arrière, mais il ne va jamais faire comme la loi de Newton, c'est-à-dire repartir indéfiniment dans un autre sens. Hein. Bon, c'est des lois conservatives, la première loi, c'est une loi conservative. Or, c'est pas le cas. Vous savez très bien qu'il y aura toujours, après un choc, des forces de frottement qui finira par arrêter, je veux dire, l'objet. Donc, cette loi de Newton, je n'ai jamais vu un corps partir et ne plus s'arrêter, ou entrechoquer quelque chose, faire un choc élastique et revenir, et je veux dire, revenir en arrière. Voilà, il faut prendre ça euh, comme son pesant d'or. Hein. Je veux dire, il faut avoir une limitation de cette loi conservative et ne pas voir cette loi conservative à tout bout de champ en fermant les yeux, en se disant amen à cette loi conservative. C'est pas le cas. Il faut faire très attention à tout ça. Voilà. Donc comme je vous dis, il faut se méfier de quand vous entendez le terme conservatif. Qu'est-ce qui est conservatif? Moi, j'en sais pas plus. Voilà. Bon. Alors ici, en revenant à notre boîte. Donc j'ai dit que le corps était constitué de points matériels, hein, qui est une quantité de matière occupant un volume donné infiniment petit. Hein, c'est tous ces petits points que vous voyez. Et tous ces petits points forment, si vous voulez, le corps. Donc ici, j'ai combien de corps? J'ai le corps de la boîte B3, le corps de la boîte B1, le corps de la boîte B2, le corps de la plaque, bien sûr le corps du sol, et bien sûr le corps de la Terre. Donc en fait, il y a plusieurs corps ici en présence. Voilà. Euh, donc ici, vous avez un ensemble de corps. C'est un ensemble de corps. B1, B2, B3, la plaque et le sol. Bon, et c'est là que moi, pour définir certaines choses, j'ai besoin bon, tout d'abord des lois de Newton, hein, les 3 lois de Newton que vous venez voir, mais j'ai besoin de définir ce que c'est qu'un système, parce que les lois de Newton va dépendre du système. Les lois de Newton dépendent du système étudié, et ça, tout le monde le sait. Hein. Les lois de Newton font référence à un système d'études.
qu'est-ce qu'on étudie, quelles sont les forces qui vont agir sur les systèmes et qui va créer, enfin, qui va subir soit l'équilibre ou soit subir le mouvement au travers d'une accélération. Donc ça, c'est la loi de... Là, on se retrouve... Si vous faites somme des forces égale à 0, vous vous retrouvez en statique. C'est une branche de la mécanique qu'on appelle la statique qui étudie, si vous voulez, qui est l'étude des conditions auxquelles doivent satisfaire les forces sur un corps ou des corps, hein, pour que le système, j'ai bien dit le système, soit en équilibre. Il faut définir le système. Le système, il faut définir. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de définir quel sera le système. Je vais prendre comme système la boîte B1 seule, la boîte B2 seule, la boîte B3 seule et la plaque. Donc je vais étudier 4 systèmes différents, 4 systèmes différents. Et vous allez voir que la notion de Newton est une notion relative. C'est une notion relative qui dépendra du système étudié, du système étudié. Bon, alors, donc il faut savoir que d'abord un système, il faut partir de corps. Il faut partir pour définir un corps, il faut partir à partir des points matériels, et pour définir un corps, il faut partir d'un système matériel qui est un ensemble de points matériels situés à l'intérieur de la surface du corps. Donc vous voyez, il faut faire déjà une dissection entre les points matériels et le reste du monde. Et donc c'est pour ça que je vais définir le système du reste, séparer le système du reste. Il y a le système qui est intérieur et le monde extérieur. Voilà. Ce qui n'est pas système est monde extérieur d'office. Donc, je vais englober dans l'étude ce que je vais considérer comme système dans le système, et tout ce qui n'est pas système va être considéré comme monde extérieur. Bon, alors pour ça, il faut savoir que aussi on est en mécanique. On est en mécanique. Pourquoi je dis qu'on est en mécanique? Je spécifie bien qu'on est en mécanique. Pourquoi? Parce que la notion de système n'est pas que définie en mécanique. C'est une notion, je veux dire, qui est utilisée dans d'autres domaines d'études. Et dans d'autres domaines d'études, on retrouve la notion de système. Et je vous ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, je vous dirais d'aller la voir, la regarder, cette vidéo. Ça concerne, je veux dire, les systèmes en thermodynamique. On entend dans thermodynamique le mot dynamique. Dynamique, voilà, mais des machines à vapeur thermique, des machines thermiques. Bon, sous-entendu, machine thermique, c'est la chaleur, mais on peut regrouper dans les machines thermiques les froids, hein, tout ce qui est froid, tout ce qui est compresseur, turbine, moteur thermodynamique, tout ce qui est froid industriel, hein, voilà, c'est de la thermodynamique aussi. Voilà. Donc, mais en thermodynamique, un système, le système est défini par tous les éléments de matière dont il est composé. Donc c'est bien un ensemble de points matériels et ces éléments peuvent former, si vous voulez, plusieurs corps distincts, comme je vous l'ai dit ici avec les boîtes. Donc ici, au niveau de la définition de système en thermodynamique, ça n'a pas de grand changement par rapport à la notion de système en mécanique. Les deux notions sont intimement liées. Ce qu'il y a de différent, qu'est-ce que c'est? Mais c'est dans l'échange. Bon, en thermodynamique, qu'est-ce qui va être échangé en thermodynamique? Eh bien, on va avoir des échanges d'énergie et de matière. Voilà, on va avoir des échanges avec le milieu. Le système va interagir avec le milieu extérieur, si vous voulez, en échangeant, soit en absorbant ou en absorbant l'énergie, ou en éliminant de l'énergie, en évacuant de l'énergie, en cédant de l'énergie. Soit elle va absorber de l'énergie ou en céder. Mais elle peut aussi absorber de la matière, comme elle peut en céder de la matière. Donc il peut y avoir des échanges de matière et d'énergie. Mais à côté de ça, il y a un cousin de l'énergie, son cousin qui n'est pas trop éloigné, c'est un échange de travaux. Des travaux. Parce que voilà, par exemple, si je prends une machine, un moteur, il faut lui fournir un moteur, par exemple, on absorbe de l'énergie et il va faire un travail. Donc le système, c'est le moteur,
il va absorber de l'énergie, par exemple un moteur électrique, il va absorber de l'énergie électrique pour donner un travail mécanique. Voilà, voilà le sens. Il absorbe de l'énergie pour fournir un travail mécanique à l'extérieur. Voilà, ça c'est un cas de figure. Et donc, ça c'est en particulier, mais en général, il y aura des échanges de travaux. Hein, une machine peut recevoir du travail comme elle peut en donner du travail. Hein. Il peut avoir du travail moteur, travail récepteur, et l'énergie peut être cédée ou absorbée, la matière peut être cédée ou absorbée. Bon, donc j'ai dit que la matière et l'énergie bon, sont intimement liées. Bon, on ne peut pas parler de matière sans parler d'énergie, on ne peut pas parler d'énergie sans parler de matière. Maintenant, quand on parle d'énergie, mais ce qui est pas loin très peu éloigné, ben, c'est la notion de travail. Bon, mais qu'est-ce qui peut être très peu éloigné de la notion de travail? Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en thermodynamique, hein, travail, matière et énergie. Voilà, donc ça, c'est le système en thermodynamique, c'est l'échange qui va, qui va, qui va y avoir en thermodynamique. Maintenant, si on se place dans le contexte du... ouais, bien sûr, quand je dis thermodynamique, avec toutes les transformations qui vont avec, hein, il y a différents types de transformations adiabatiques, transformations athermique, dans une transformation isentropique, polytropique, une transformation, comment est-ce qu'on fait ça, isocore, isobar, isotherme, tralali, tralala, toutes les transformations possibles, imaginables. Mais je veux dire, euh, le système va évoluer vers, quand il passe d'un certain état appelé état initial à un autre état appelé état final, par exemple. Il peut avoir plusieurs états intermédiaires, ça c'est pas un problème, mais s'il passe d'un état uniquement initial à final, ben, il peut subir, pas forcément, mais il peut subir des transformations telles que je vous ai énoncées. Et là, donc un système en thermodynamique, c'est de l'échange de matière, énergie, travail, mais c'est aussi des transformations, je veux dire, des transformations pour passer d'un état à un autre état. Alors, bon, moi, comme je ne suis pas en thermodynamique, c'est pour faire une analogie avec la thermodynamique, mais je suis en mécanique. Donc, comment on va définir le système en mécanique? C'est la même notion que le système en thermodynamique, c'est la même chose. Simplement, ici, on ne va pas prendre en compte l'échange de matière, de travail et d'énergie, mais l'échange tout simplement de l'interaction. On va plutôt parler d'interaction et pas d'échange, d'interaction avec les forces, avec des forces. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans mon système mécanique, j'aurai des interactions de corps avec des forces. Et donc, c'est moi qui dois définir le système, et je vais définir mon système et voir les forces qui vont interagir, qui vont intervenir dans le système. Bon, alors, comme il y a le système, donc je ne suis pas en thermodynamique, je suis en mécanique, donc je prends que l'interaction de force hein, entre le système et le milieu extérieur. Donc, je m'en fous de l'énergie, je m'en fous de la matière, et je m'en fous des travaux. Soit dit en passant, dans le travail, c'est une force fois une distance. Hein. Donc il y a déjà dans la notion de travail, il y a une notion de force qui est cachée déjà. Voilà. Donc, mais malgré tout, si je distingue le travail séparément de l'interaction des forces, ben, je peux dire que ça c'est plutôt en thermodynamique, mais là je peux plutôt dire que c'est en mécanique. Enfin, travail lié avec l'énergie, la matière, hein, bien sûr. Qu'on peut faire des échanges de travaux en mécanique tout court, hein, ça c'est pas un problème. Bon, mais ici je vais prendre que voilà les trois lois de Newton qui font les interactions du système avec le milieu extérieur. Et je vous rappelle que là-dessus se cache derrière toujours un repère galiléen. Voilà, un repère galiléen pour lequel un corps étant le corps, un corps, voilà, est dans un repère galiléen et donc je peux appliquer les lois de Newton. Donc il existe un repère galiléen, on a un système bien sûr, il existe un système existant et un milieu extérieur au système. Et l'interaction que je vais étudier, c'est l'interaction des forces. Des forces. Bon, et les forces, tout dépend des forces. Hein. Il existe des forces intérieures, des forces de cohésion interatomique, bon, des forces d'interaction faibles, des forces d'interaction fortes. Ça, on s'en fout. C'est à l'intérieur propre du corps. Hein. C'est des forces interatomiques. Mais à côté de ça, les interactions de forces qui ne sont pas propres au corps, hein, qui ne sont pas propres aux forces interatomiques, mais on peut avoir plusieurs types de forces. Par exemple, on aura la gravitation G, c'est ce qu'on appelle le poids du corps dans un environnement. Et moi, ici, mon environnement, j'ai pris ici la Terre. J'ai pris la Terre. Mon environnement, c'est la Terre. J'aurais pu prendre la Lune ou n'importe quoi, voilà, l'équilibre des corps sur la Lune. Mais moi, ici, je suis le poids du corps
sur Terre. Voilà. Alors, pourquoi je prends la Terre qui est un corps extérieur? Ben, c'est parce qu'en fait, on connaît les lois de comment est-ce qu'on appelle ça? Les lois, euh, quand on a deux corps ici, de masse M1 et M2, eh bien, on sait bien qu'on a une attraction de chacun des corps, et on a bien sûr G qui est égal à M1 fois M2 fois qui est une loi en, en 1 sur R carré, hein. Voilà, 1 sur R carré. 1 sur R carré, bien sûr, il a fallu longtemps pour trouver que c'était 1 sur R carré, grâce aux philosophes, hein. C'est les philosophes et mathématiciens, qui ont cogité pendant de nombreuses années, si pas de nombreux siècles, pour découvrir qu'à la fin, c'était inversement proportionnel au carré de la distance séparant les deux masses, hein. Donc on aura, voilà, R1. Et alors, il y a une loi qui est plus ou moins similaire à celle-là, c'est une loi d'électrostatique, bon, avec les charges Q1, Q2, qui sont proportionnelles. Voilà, la force d'interaction des charges. Bon, bien sûr, on a l'action, la force de M1 sur M2, et là, on a la force de M2 sur M1. Bien sûr, et là, les forces là sont égales en intensité. Ils ont une même direction, mais de sens opposé, parce qu'en fait, elles s'attirent. Par contre, pour les charges électriques, c'est pas la même chose. Les charges électriques peuvent se repousser suivant si c'est plus, ils se repoussent, si c'est moins, ils se repoussent, si c'est plus, moins, ils s'attirent, et si c'est moins, plus, ils s'attirent. Donc là, on peut avoir, pour les forces électriques, encore, voilà, elles peuvent être dirigées comme ceci ou comme ceci, suivant la polarité des charges. Par contre, pour les forces d'interaction, je veux dire, entre deux corps, ben, c'est d'office des corps qui s'attirent. Et donc, on a M1 fois M2, qui est la masse de M1 M2, le rapport de l'inverse du carré de la distance séparant les deux masses, et bien sûr la constante de Cavendish, hein, constante, voilà, constante, et qui fait qu'on a la loi de la gravitation. Et donc, fatalement, quand on a un corps qui attire un autre corps, ben, l'autre corps attire de la même manière ce corps-là. C'est une des lois de Newton. euh, voilà, une des lois de Newton sur la gravitation. Et donc, tiré bien sûr de la troisième loi, hein, c'est la troisième loi, c'est on va dire c'est un cas particulier de la troisième loi, de l'action est égale à, quand on a une action de force, eh bien on a toujours la réaction en conséquence de l'action. Mais ça, cette loi-là, ben, c'est une réaction, je veux dire, euh, qui est soutirée, si vous voulez, de la loi de l'action et de la réaction, euh, pour trouver, si vous voulez, la valeur du poids. Et valeur du poids, on pourrait prendre un astre de référence pour calculer G, si vous voulez. Des astres de référence pour calculer G. Bon, mais ici n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on aura comme type de force à prendre en compte quand on a un système, enfin quand on a un ensemble de corps comme ceci? Ben, on pourra avoir soit les poids des corps, bien sûr, dans un environnement, le euh, poids du corps. On peut avoir des forces de frottement. Ça, c'est quand il y a un mouvement, hein. Mais ici, je vais stipuler qu'il n'y a pas de mouvement ici, hein. Il n'y a pas de mouvement. Donc, il n'y aura pas de force de frottement. Et alors, les frottements, on peut avoir des forces de frottement. On a les frottements de roulement et les forces de frottement de glissement. Voilà. On peut avoir les réactions d'un corps 1 sur un corps 2, mais bien sûr qui est égal à l'opposé de la réaction du corps 2 sur le corps 1. Alors, nous, on va voir lequel des deux on va prendre, hein, parce que bon, il y en a un qui est opposé à l'autre. Il faut prendre la bonne réaction et pas les deux, pas n'importe laquelle. Donc, on peut avoir des réactions d'un corps 1 sur un corps 2, réaction d'un corps 2 sur un corps 1. Et là, déjà, on va dépendre de la notion de système. Voilà, système. Donc, on a les forces de frottement, les forces de réaction. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Force de réaction, force de frottement, force du poids. Les forces de cohésion interatomique, bon, ça, c'est des forces internes. Alors que ça, ce sont plutôt des forces extérieures, hein. C'est des forces extérieures bon, que je vais voir tout de suite, hein, que je vais définir le système et je vais voir qu'est-ce qui est force extérieure directement appliquée. Voilà. Mais pour ce qui est des forces, j'ai l'impression que j'en oublie une, hein, force de frottement.
Ouais, j'oubliais, j'en oubliais un. En fait, ce sont les tensions hein, T. Tension de câble, de corde. Bon, ici, comme j'ai pas de câble, ni de corde, ni de chaîne, ni de courroie, ni de transmission, je vais pas parler ni de tension, ni de force de frottement, non, force de frottement, parce que les forces de frottement, de glissement ou de roulement, j'en ai pas. J'ai pas de force de frottement parce qu'il n'est pas en mouvement. Tout est à l'équilibre. Dans mon système, tout est à l'équilibre. Donc, je vais appliquer la somme des forces. La somme des forces, puisque c'est à l'équilibre, ben, c'est différent de MA. La somme des forces vaudra combien? Égal à 0, si vous voulez. Puisque l'accélération vaut 0, donc voilà, je vais appliquer ceci, on est purement statique. Donc je vais appliquer Newton dans le cadre de la statique. Donc les forces de calculer être dans le calcul de, comment on appelle ça, être dans l'étude des conditions auxquelles doivent satisfaire les forces s'exerçant sur un corps pour qu'ils soient en équilibre, c'est-à-dire quand je me situe en statique, bien en statique, ça c'est tout simplement, tout bonnement, la relation de Newton, si vous voulez, vue de cette manière-là, somme des forces égale 0. Donc somme des forces égale 0, il n'y a pas de mouvement. Somme des forces égale ma égale mouvement. Donc soit un corps est en mouvement ou il n'est pas. S'il est en équilibre, ben, c'est ça. Et donc moi ici, je vais étudier l'équilibre. Je vais voir pourquoi je suis en équilibre. Et justement, voilà, tout est là. Voir pourquoi il est en équilibre. Alors, je rappelle que les forces de frottement, s'il y en avait, s'il y avait eu un mouvement, mais les forces de frottement, on se comprend que les forces de frottement, ce sont des forces qui sont en opposition à l'action. Hein. C'est une force résistante, contrairement à une force motrice qui viendrait faire bouger l'objet, le corps. Eh bien, on aurait des forces en opposition qui seraient des forces de frottement, qui seraient des forces euh, antagonistes et des forces résistantes, des forces, je veux dire, contraires à la force motrice. Et donc dans les tensions, ici, on n'a pas de tension parce que je n'ai pas de fil. Je n'ai pas, il se peut que je fasse un exercice avec des fils, mais ici, bon, il n'y a pas, comme il n'y a pas de fil, bon, j'ai pas besoin de cette tension. Et donc, tout ça pour vous dire que quand on aura affaire à un poids, j'appellerai ça G, force de frottement FF, réaction R du corps 1 par rapport au corps 2, si c'est le corps 1 par rapport au corps 2, ou R de la résultante, enfin la réaction, R c'est réaction, hein, réaction de corps 2 par rapport au corps 1, quoique bon, généralement le R, le grand R, est généralement utilisé pour la somme des forces qui est la résultante. Hein. Somme des forces, c'est la résultante. Hein. Résultante. Mais ici, ça n'a rien à voir avec ce R-là, c'est différent. C'est différent puisque ça c'est résultante et là ce sont des réactions, R pour réaction. Voilà. Et donc ici, moi, je n'aurai pas de force de frottement, ni de force interatomique, hein, parce que c'est voilà, je vais étudier le système en interaction avec les objets qui lui sont en contact. Donc, et comme je n'ai pas de fil, ni de courant, ni de chaîne, j'ai pas de tension, voilà, et je n'ai pas de force de frottement. Donc, je vais me baser sur cette loi-là en ayant du poids et du RC. Bon, maintenant, là est toute la question, c'est de se dire quand est-ce que tout d'abord on a un équilibre. Bien sûr, je viens de vous le mettre, hein, un équilibre. Quand est-ce qu'il y aura équilibre au mouvement hein. D'abord, on aura un équilibre quand on aura somme des forces égale à 0 et un mouvement quand on aura somme des forces égale à MA. Bon, mais par exemple, si je prends deux individus qui tirent avec une corde, par exemple ici, comme ceci, ben, je vais dire, bon, si lui tire 80 newtons comme ceci, et l'autre 100 newtons, là il y aura mouvement. Parce que entre 100 moins 80, ça fait 20. 20. Mais il faut placer un repère pour savoir si c'est plus 20 ou moins 20. Donc si je prends un repère comme ça, linéaire comme ceci, au X, je vais mettre même UX comme ceci, un vecteur comme ça de base. Voilà, voilà. Ici, si je mets ceci avec un axe X ici, eh bien j'aurai 100 moins 100. Celui-ci il est dans le sens contraire de l'axe, donc moins 80. Celui-ci dans le même sens, donc c'est plus 100 moins 80, ce qui fait moins 20. Plus 20, plus 20, c'est dans le même sens que l'axe, puisque le sens positif de l'axe des forces est comme ceci, donc j'aurai plus 20, et plus 20, c'est par là, donc il y aura une force de 20 newtons comme ceci, donc somme des forces est différente de 0, hein, ceci c'est différent de 0, donc on aura un mouvement, mais vers la droite, parce que les 20 newtons sont répercutés par là. Maintenant, faisons l'exercice inverse. Si je mets une force, bien sûr, je dois mettre à l'échelle ces vecteurs, hein, mais bon, ici, bon, je ne les mets pas à l'échelle. Hein, je mets par exemple 1 cm égale 10 newtons. Donc si j'ai 100 newtons, j'aurai 10 cm.
Ouais, je peux mettre, par exemple, un newton égale 5, 1 centimètre égale 50 newtons. 50 newtons, donc ce qui veut dire que j'aurai 2 centimètres pour 100 newtons, par exemple. Voilà, par exemple, c'est une échelle, voie d'échelle, enfin de ce qu'on appelle l'échelle des forces, parce que quand vous faites dessiner des forces dans un plan, ben, il y a la méthode, il y a des méthodes graphiques, hein, il y a une méthode graphique, il y a des méthodes, si vous voulez, analytiques, par calcul. Mais généralement, la méthode graphique, il faut que tout soit précis, donc il faut calculer au travers d'une échelle des forces où toutes les forces doivent être mises à l'échelle. Et là, on peut calculer, je veux dire, de manière de dessin, par dessin, résoudre des problèmes par dessin, en trouvant les valeurs exactes de l'action des forces. Donc ici, si je mets maintenant 100 de ce côté-ci, par exemple 2 cm ici, et là je mets 50 newtons, c'est-à-dire 1 cm, hein, si je prends l'échelle que je viens de vous dire, j'aurai 100 moins 50, ce qui fait donc j'aurai 2 et 1, donc là la force elle sera plutôt de ce côté-ci, ce qui fera 50 newtons dans ce sens-là. 100 moins 50 ça fait 50, ce qui fait 1 cm ici, mais dirigé dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y aura un mouvement mais dans l'autre sens. Si je mets 100 newtons du côté droit et 50 à gauche, mais le mouvement va se faire vers la force la plus grande. Si je mets 100 newtons ici, 50 là, mais la force va faire la force va faire mouvement vers enfin, la, la corde va être déplacée, ainsi que la personne qui tient la corde, parce qu'ils sont liés ensemble. Hein. Ils tirent sur la corde, on a une tension sur la corde, mais comme la personne tient la corde, fatalement, elle va être prise sur la corde. Mais si on prend 50 newtons par là, ben, l'individu va se déplacer avec la corde vers la gauche. Maintenant, si on a 100 newtons et 100 newtons, c'est-à-dire 2 cm et 2 cm, il n'y a aucune personne qui va bouger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura un équilibre parfait, un équilibre. Voilà, et c'est un petit peu ce genre-là. Et donc moi, j'aurai dans ce cadre figure ici, un équilibre ici des boîtes avec la plaque. Donc je vais appliquer ceci, la loi de la dynamique ici. Somme de force, enfin, loi de la statique. Je suis en statique. Puisque comme je sais qu'il n'y aura pas de mouvement, hein, je ne vais pas étudier les causes qui vont provoquer un mouvement puisqu'il n'y a pas de mouvement. Donc je bannis ceci et je vais plutôt étudier voilà, le cadre d'un équilibre de statique. Donc somme des forces égale à 0. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, eh bien, on va faire ces équilibres-là. Et pour ça, il faut que je définisse mes systèmes comme je l'ai dit au départ. Donc, je veux dire au départ que Newton, c'est d'abord définir un repère galiléen. Et après, au départ, il était considéré comme purement mathématique et absolu. Alors qu'après, on a laissé tomber ce repère galiléen mathématique, parfait et absolu, pour reprendre des repères galiléens qui sont, je veux dire, je veux dire, à la vue des astronomes, par exemple. À la vue des astronomes, ils ont des repères galiléens en phase 2, mais ils prennent les bons repères galiléens et à ce moment-là, des moments qu'ils ont un repère galilien qui est universel, eh bien, on peut se dire que tout autre repère peut être défini comme galiléen pour autant qu'il fasse un mouvement rectiligne uniforme par rapport au repère universel galiléen qui lui n'est plus mathématique comme à la base, parce qu'au départ il était considéré comme purement mathématique, purement mathématiquement galiléen, alors qu'après bon c'était plus histoire voilà, d'étoiles voilà, qui était voilà, un repère plutôt d'aspect plus physique que mathématique. Voilà. Alors ici, donc il nous faut un repère galien d'après la première loi. Somme des forces égale à 0, on va étudier la statique et pas la dynamique. Hein. Voilà, on va faire somme des forces égale à 0. Donc c'est un cas particulier de la dynamique, si vous voulez. Donc là, au travers de la loi numéro 2, mais je vous ai dit qu'il fallait définir un système, et qui dit système dit d'office milieu extérieur. Voilà, et donc moi, c'est là que tout va se produire. C'est que ici, moi, je vais définir mon système B1, le corps B1 étant le système. Voilà. Si B1 étant le système, voilà comment il faut raisonner si je définis B1 comme étant le système. Eh bien, si B1 est le système, eh bien, tout ce qui va être en relation avec B1, en interaction, en interrelation avec B1, je dirais plutôt en interaction parce que B1 va interagir avec quoi? Avec le milieu extérieur. Mais qu'est-ce qui est en contact avec B1 au niveau du milieu extérieur? Ben, je vois la plaque. B1 est en contact avec la plaque. Donc j'aurai la plaque que je vais appeler P.
Voilà, la plaque est en contact avec B1, on le voit, plaque posée sur B1. B1 est en contact avec le sol, donc j'aurai B1 qui est en contact avec le sol, que je vais appeler S. Voilà. Et bien est en contact avec quelque chose qu'on ne voit pas ici. Et si je l'ai mis là, puisqu'il est en contact avec l'environnement, et l'environnement, ben, c'est la Terre. Voilà, la Terre. Que je vais appeler T, T pour Terre. Voilà. Donc j'ai B1 est en contact avec. Donc logiquement, si j'ai B1 qui est en contact avec le système extérieur qui est la plaque, le sol et la terre, c'est que j'aurai la somme de trois forces qui vont interagir sur la boîte B1. Mais sachez que si on a la troisième loi de Newton nous dit qu'il y a la loi de l'action et de la réaction, si les, les systèmes interagissent avec le milieu extérieur, mais le milieu extérieur interagit avec le système. Et voilà. Donc, mais il faudra prendre les bonnes forces adéquates parce qu'en fait, c'est là que va intervenir la notion de système. C'est quoi qu'il faut prendre exactement. Donc je vais redessiner la boîte B1 pour autant que mes marqueurs fonctionnent. Parce que ici j'ai un gros problème de marqueur. Voilà, B1, j'ai la boîte B1. Voilà. On va mettre la plaque B1 interagir avec le sol. Voilà. Elle interagit avec la Terre, l'environnement terrestre. Et la boîte B1 interagit bien sûr avec la plaque. La plaque que je remets en vert ici. Voilà la plaque. Bon, bien sûr, la plaque, il faut aller chercher le centre de gravité de la plaque. Hein. Ici, il faut aller chercher le centre de gravité de la boîte B1. B1, on va chercher son centre de gravité. Là, on va chercher le centre de gravité de la plaque. Je vais dessiner jusque-là. Hein. La plaque, c'est la plaque, voilà. Et le sol. Alors, la boîte B1 interagit avec la Terre. Donc, on a, si vous voulez, le poids, l'interaction du poids de B1 sur la Terre. Alors, on va dire que la Terre attire B1. La Terre attire B1. Mais B1 attire la Terre. Donc j'ai une force ici de poids qui est la force de la Terre qui attire la boîte B1, la force de la Terre sur B1. Bon, je crois que je vais prendre un autre marqueur parce que c'est vrai que les autres marqueurs, parce que je suis en difficulté voilà, avec les marqueurs. Donc je vais prendre une petite nouvelle boîte. Parce que chaque fois j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Voilà. Le problème va être résolu tout de suite. Parce que c'est pour chaque fois. Donc ici on a l'interaction de la Terre qui attire B1, mais la Terre, il y a l'interaction de G B1 qui attire la boîte B1, l'interaction de la boîte B1 sur la Terre. Voilà, donc ça c'est bien les lois de l'action et de la réaction ici, qu'on a ici. Mais ça c'est par rapport à l'interaction B1-Terre. Bien sûr, ici moi j'étudie le système. Le système, qu'est-ce que c'est? Le système, c'est la boîte B1. Voilà. Et tout ce qui est en dehors de B1 constitue le milieu extérieur. Donc je vais voir que voilà, le milieu extérieur, ben, c'est la plaque, la Terre, ici dans ce cas-ci, c'est le solide. Bon, alors maintenant, la plaque. La plaque, elle agit sur quoi? Sur B1. Donc ici, j'ai le poids au centre de gravité, bien sûr, de la plaque. J'ai le poids de quoi? De la plaque qui va agir sur quoi? Sur le poids de la plaque sur B1. Mais j'ai aussi le poids que je vais mettre ici en parallèle, hein, parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Le poids de la boîte sur la boîte B1 sur la plaque. Voilà. Donc ça c'est l'interaction boîte-plaque et plaque-boîte. Voilà. Alors on a bien les lois, la troisième loi de Newton, hein, c'est de droite, enfin c'est deux vecteurs qui sont complètement opposés, identiques en
en intensité, mais et de même, si vous voulez, de même direction. Mais l'interaction, elle se fait plus ici, hein, voilà, on va dire, voilà. Moi, je mettrais plus l'interaction ici. Bon, je l'ai dessiné sur les à côté, je vous explique pourquoi, pour pas avoir un encombrement, voilà, de forces. De toute façon, ce sont des forces, ce sont des vecteurs, ce qu'on appelle des vecteurs euh, libres dans le plan, parce que c'est des vecteurs de plan ici, parce qu'on peut avoir des vecteurs dans l'espace. Ici, je fais un problème dans le plan, donc c'est pas un problème dans l'espace. C'est des vecteurs du plan qui sont libres, mais je peux lier, si vous voulez, avoir un point d'application. Là, ça devient un vecteur lié au centre de gravité, par exemple. Ici, je vais vous expliquer pourquoi je fais tout ça. Parce qu'il y a des forces que je devrais enlever par rapport à la définition du système. Hein, vous allez voir pourquoi. Et alors, maintenant, je fais l'interaction sol boîte B1. Donc, le sol, la boîte B1, il y a une réaction. Ça, c'est. Voilà, ouais. Ici, je mettrais plutôt réaction. Hein. Ça, c'est le poids de la plaque P sur la boîte B1. Ouais, qui est égal à la réaction de la boîte B1 sur la réaction de la boîte B1 sur la plaque. Je préfère l'appeler R comme je vous ai dit tout à l'heure. G c'est le poids, R c'est la réaction. Bon, maintenant, le sol. Le sol, j'ai la réaction du sol. Voilà, la réaction du sol sur la boîte B1. Mais bien sûr, la boîte B1 fait agir une force sur la boîte B1 fait agir une force sur le sol aussi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais retirer? Je vais retirer tout ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, je vais l'enlever. Pourquoi? Parce qu'ici, j'étudie le système, c'est la boîte B1. Alors, la B1 est en contact avec la Terre. Donc, on aura le poids de la ce sera le poids de l'attraction de la Terre sur B1 et pas l'attraction de B1 sur la Terre. Parce que j'étudie la boîte B1. Donc, ceci, j'enlève déjà. Donc, il me reste une force. Alors maintenant, ici, j'ai le poids en fait, il faut, ici, c'est le poids c'est plutôt le poids de la plaque sur B1. Donc ça, je vais enlever. Voilà. Parce que j'étudie, si vous voulez, j'étudie le système. L'astuce, c'est ça, justement. C'est ça que je suis en train de faire cette vidéo. C'est que c'est la boîte B1, le système. Donc, la boîte B1, 1, 2, 3. Donc, je vais continuer. Je vais faire le restant après. Je vais étudier les réactions. La réaction. Qu'est-ce qui empêche de tomber? Moi, je dirais ce qui empêche de tomber, c'est le sol qui empêche la boîte B1 de tomber. Le sol empêche la boîte de B1 de tomber. Donc, on a une réaction du sol sur B1. Voilà pourquoi je ne prends pas le système comme s'il est B1. Comme le système c'est B1, j'ai une réaction du sol sur B1. Et donc, je ne vais pas prendre, si vous voulez, la réaction opposée qui est la réaction de B1 sur le sol, puisque mon système c'est B1. J'interagis ce qui est milieu extérieur avec le système. Qu'est-ce qui est le milieu extérieur? C'est le sol. Réaction du sol sur B1. Et cette force d'interaction sol sur B1 empêche la boîte B1 de tomber. Alors, on a une interaction. Voilà, donc ici, ça veut dire que cette force-là, je dois l'enlever. Et je dois prendre uniquement celle-là. Réaction du sol sur B1. Voilà. Donc ici, on se retrouve déjà avec trois forces. Réaction du sol sur B1. Réaction de la plaque sur B1, qui est le poids de la plaque, si vous voulez. Ici, c'est la réaction de... Voilà, ici, c'est une réaction qui est le poids de la plaque. Le poids de la plaque sur B1. Réaction du sol sur B1. Et le poids, bien sûr, l'interaction
boîte sur la Terre qui est le poids de la Terre. Voilà. Donc, on a combien de forces? Comme on a dans le milieu extérieur trois corps du milieu extérieur qui interagissent avec le système qui est B1, eh bien, j'aurai trois forces. Et comme je veux appliquer la loi de la dynamique, somme des forces égale à 0, ben, je vais appliquer ceci. Je vais avoir le poids de la boîte, le poids de la traction de la Terre, l'attraction de la Terre sur B1, sur la boîte B1. Puis à ça, je vais ajouter le poids de la plaque, parce que la boîte B1 subit le poids de la plaque, bien qu'il y ait une réaction. Moi, j'étudie pas la plaque, j'étudie la boîte B1, donc je regarde qu'est-ce que la plaque va subir, mais la plaque, qu'est-ce que la boîte B1 va subir, et pas la plaque. Hein. Parce que si c'était la plaque, à ce moment, je dois tenir compte de la réaction de la boîte B1 sur la plaque. Donc c'est pour ça que j'ai éliminé tout à l'heure la force de réaction de la boîte B1 sur P, parce que mon système c'est B1. C'est ça que l'astuce ici, c'est ça. Donc ici, je dois additionner le poids de la plaque P, sur, bien sûr, le poids de la plaque P qui va agir sur la boîte B1. Qui va agir sur la boîte B1. Et à ça, bien sûr, il y a la fameuse réaction, réaction du sol sur la Terre, du sol sur la Terre, sur le B1, je m'excuse, sur B1, et tout ça doit être égal à 0. Voilà. Donc c'est une somme de trois forces. Donc si je me répète, j'ai pris le système, c'était B1, le milieu extérieur, c'est la plaque, la Terre et le Soleil, le sol, pardon, je m'excuse, sol. Donc ici, B1 sera en interaction avec le sol, mais il y a deux forces d'interaction, puisqu'on a l'action est égale à la réaction, l'action est égale à la réaction, l'action est égale à la réaction, mais il faut prendre les bonnes forces. Hein. Ici, j'ai pris je n'ai pas pris cette force-là, mais j'ai pris la boîte sur la plaque, parce que la force qui applique la boîte sur la plaque, je ne l'ai pas prise, parce que j'étudie comme système le B1. Le B1 subit, si vous voulez, ici le poids. Le poids de la plaque P. Le poids de la plaque P. Donc j'ai dû prendre une force qui était dans le sens vers le bas et pas vers le haut. Ensuite, ici, j'ai pris par rapport au sol, ben, qu'est-ce qui empêche la boîte de tomber, hein, c'est le sol. Donc là, à ce moment-là, je vais mettre une force vers le haut qui fait en sorte que la boîte ne tombe pas. Donc je dois prendre cette force-là. Maintenant, pour si bien on a toujours deux forces par rapport à la Terre, ben, on va prendre que la B1 si vous voulez, est attiré par le centre de la Terre. Donc je prends une force descendante et puis pas montante. Donc ici j'ai une force descendante. De la plaque vers B1, j'ai une force descendante qui est ici, hein, elle est bien descendante. Là, de B1 vers le sol, j'ai bien une force montante, qui est la réaction. Hein. Je l'appelle réaction du sol sur B1. Et là, de B1 sur la Terre, j'ai une force descendante puisqu'il est attiré vers le centre de la Terre. Et donc, la somme des forces vaut 0. Pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai pris le système qui est la boîte B1. Bon, maintenant, on va faire une même analogie, mais cette fois-ci en prenant la boîte B2. Mais tout a déjà été expliqué, si ce n'est que la boîte B1 va changer de nom. Mais je veux bien le refaire, c'est pas un problème. Bon, B2 va interagir avec la plaque P, B2 va interagir avec le sol et B2 va interagir avec la Terre. Alors, donc, ça va être le même cas de figure. Donc j'ai la boîte B2 qui est mon système. Voilà, je vais considérer, voilà, mon système il est là. Je vais prendre cette fois-ci, la boîte va interagir avec la plaque, il va interagir avec le sol et les forces d'interaction avec de la boîte B2 avec la Terre. Ah, c'est le même cheminement que je viens de faire. Donc ici, je vais tout redessiner. Voilà, la boîte B2, la plaque ici, voilà, la plaque, le sol, et bien sûr, on a l'environnement qui est la Terre. Bon, alors B2, ici, le B2, il est en interaction avec le sol. Bon, on a deux forces, B2 sur S et S sur B2. Hein. La force qui attire S vers B2 et la force S, ça c'est la force de S
voilà, qui attire B2. Et ça, c'est la force de S. Enfin, ici, c'est plutôt une force de réaction, hein, parce qu'on a le sol empêche B2 de tomber. Donc, s'il empêche B2 de tomber, c'est une force dirigée vers le haut. On va prendre une force dirigée vers le haut. Donc, j'aurai une force de réaction vers le haut, qui est une force de réaction. Voilà la force de réaction du sol sur B2. J'aurai bien sûr la réaction de la boîte avec la Terre. Le B2 est attiré par le centre de la Terre, tout comme la Terre attire, tout comme B2 attire la Terre. Mais voilà, ici, c'est le système, c'est ceci, et le milieu extérieur est constitué de la Terre, du sol et du poids. Donc ici, le poids il va diriger plus vers le bas, et donc on aura le poids d'attraction de la Terre sur B2. Voilà. Et la troisième force, on retrouve, c'est la force d'interaction de la plaque qui ne tombe pas. Enfin, je m'excuse. B2 va subir le poids de la plaque. Donc j'aurai G de la plaque, le poids de la plaque sur B2. Voilà. Et en ceci, j'ai trois forces. 1, 2, 3. Si j'ai trois forces, je peux écrire tout simplement la relation de la statique, qui est un cas particulier de la dynamique, somme des forces égale à 0, parce qu'on est en équilibre, et écrire quand on aura le poids de la plaque, sur B2, plus la réaction, pour ne pas que B2 tombe, dirigée vers le haut, de B2 du sol sur B2, plus et là le poids de la boîte, c'est-à-dire l'attraction de la Terre sur B2. Terre sur B2, et tout ça, ça doit être égal au vecteur de... Voilà. Donc fatalement, on a bien un milieu extérieur constitué de trois corps, donc fatalement, j'aurai l'interaction de la boîte B2 avec trois corps, donc fatalement trois forces. Bon, maintenant, on va regarder le système qui est la plaque. On va changer ça. Bon, avant de faire la plaque, je vais faire... je peux faire soit la plaque ou B3. Bon, comme j'ai commencé B1, B2, je vais bien faire B3, c'est pas un problème. Bon. Soit je fais la plaque ou B3. Bon. Bon, je vais choisir. Je vais faire la plaque B3, puisque j'ai fait B1, B2, je vais terminer avec le système B3, et puis je ferai le système de plaque. Voilà, comme ça, j'aurai fait toutes les boîtes, et je fais la plaque en finalité. Bon, voilà. Donc, la boîte B3 est mon système. C'est mon système. Voilà, elle est soutenue par la plaque. Voilà, et qu'on est dans un environnement qui est la Terre. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, la boîte B3, qui est mon système, le milieu extérieur étant la plaque et la Terre, la plaque et la Terre. Donc, je peux vous dire qu'ici, la boîte B3 aura deux forces d'interaction avec le poids et la Terre. Avec le poids de la plaque et la Terre, je m'excuse. Voilà. Avec la plaque, je m'excuse. Interaction de B3 avec la plaque. Interaction de B3, de la boîte B3, avec la plaque qui est ici, en bas. Voilà. Et l'interaction. Bon, je vais bien situer le P en dessous, c'est pas un problème. Pour dire qu'il est en dessous, c'est pas ça, dans la logique de ceci, bon, je vais bien faire ceci, c'est pas un problème. B3 pour dire que les éléments sont en dessous. Bon. Voilà, j'ai la Terre, la Terre n'est pas forcément en dessous, mais voilà, et la plaque qui est en dessous. Voilà. Comme ça décrit la plaque qui est en dessous, mais la Terre, bon, c'est l'environnement. Bon, on va regarder après ça, et on aura, si vous voulez, l'interaction de la boîte B3 sur la plaque. Donc, j'aurai la réaction de la boîte. Non, B3 avec la Terre, c'est le poids, c'est le poids.
on a deux forces hein, d'action et de réaction, mais on regarde le système. Comme le système, c'est le boîte B3, on va plutôt en prendre hein, la force d'attraction de la Terre sur B3. Voilà. Bon, si on prend un système planétaire, hein, planète 1, planète 2, là, il faut étudier, bien sûr, les forces d'interaction, je veux dire, voilà, la force d'action, la force de réaction. Hein. Voilà, si je dis un système planétaire comme ceci, il faut prendre la force d'action et la force de réaction. Ici, bon, mon système, c'est la boîte B3, donc ici, je dois prendre une seule des deux forces d'action ou de réaction. Et comme B3 est attiré par la Terre, et comme le système c'est B3, ben, c'est plutôt une force qui est attirée c'est la force d'attraction de la Terre. Parce que le système, c'est l'interaction du système avec le milieu extérieur, c'est la Terre qui attire B3. Mais si j'étudiais la Terre, il faudrait prendre l'interaction de B3 sur la Terre. Non, mais ce n'est pas le cas ici. Donc j'aurai G de B3, l'interaction avec la Terre, plus, et là, qu'est-ce qui empêche B3 de tomber? Ben, c'est la plaque. Donc j'ai une réaction d'appui qui est de la plaque, réaction de la plaque sur B3. Réaction de la plaque sur B3. Voilà. Donc on a la réaction de la plaque sur B3. Donc on a deux forces, hein, une de B3 sur la plaque et une force de la plaque sur B, qui agit sur B3. On a la force, l'action égale la réaction. Et nous, on va plutôt y regarder ce que le milieu extérieur va appliquer sur le système. Et donc ça, c'est la force de réaction de la plaque sur B3 qui l'empêche de tomber ici. Hein. La force de réaction empêche de tomber. Empêche le poids B3, le corps B3 de tomber. Voilà. Et vous voyez comme on a deux corps dans le milieu extérieur, la Terre et la plaque, eh bien j'aurai fatalement deux forces d'interaction avec la plaque B3. Égale 0. Bon, maintenant, je vais faire le dernier cas de figure. Je prends la plaque. On va prendre la plaque. Et la plaque, là, elle est en communication, la plaque est en communication avec B3. Bien B3 et B2 et la Terre. Donc la plaque est en communication avec la boîte B1, avec la boîte B2 et avec la boîte B3 et bien sûr la Terre, parce que l'environnement terrestre. Donc on voit bien qu'il n'y a plus le sol qui intervient. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut... le système ici, c'est la plaque. Donc j'aurai la plaque P qui est en interaction avec les forces de B3, interaction avec B1 et interaction avec B2 et bien sûr l'interaction avec la Terre. Donc autant dire que j'aurai 4 forces, la somme de 4 forces égale à 0, parce qu'il y a 4 interactions avec la plaque. Alors ici on aura bien sûr l'interaction de B1 sur la plaque, et non pas de la plaque sur B1, hein, parce que je veux dire j'étudie l'interaction du milieu extérieur qui est B1 formé par B1, T, B2 et B3, l'interaction du milieu extérieur sur le système qui étant, mon système étant ma plaque, eh bien, je vais avoir une réaction de B1 qui empêche la plaque de tomber, donc réaction de B1 sur la plaque. Là, ici, j'ai une réaction de B2 sur la plaque, parce qu'elle empêche, B2 empêche la plaque de tomber. J'aurai le poids supporté par la plaque, donc j'aurai le poids de B3 sur ça c'est le poids de B3 sur la plaque, et la dernière force c'est le poids de la plaque. Bien sûr il faut positionner tout ça, enfin quand je dis les poids, au moins les poids les mettre au centre de gravité, hein. Donc le centre de gravité d'un rectangle, j'ai vu, peut être les diagonales, vous avez le centre de diagonale, l'intersection des diagonales d'un rectangle, c'est le centre de gravité du rectangle, donc vous y placez là tous les poids. Voilà, et donc là on aura le poids
de la plaque. Donc vous voyez qu'il y a bien 4 forces, 1, 2, 3, 4, il y a 4 forces. Donc ces 4 forces, on va les noter. Donc j'ai le poids de la plaque, le poids, enfin le poids de la boîte B3 sur la plaque, la réaction de B1 sur la plaque pour éviter qu'elle ne tombe, la réaction de la boîte B2 sur la plaque pour éviter qu'elle ne tombe aussi, donc égale 0, disons que j'ai bien la somme de 4 forces égale à 0, ce qui veut dire que vous avez bien vu que la somme des forces égale à 0, qui est un concept de statique. Bon, et encore ici, je n'ai pas mis de repère, hein, parce que je ne vais pas développer. J'ai mis que l'équation vectorielle. C'est l'équation vectorielle, si vous voulez. Je n'ai pas mis l'équation avec la projection sur les axes. Donc, je n'ai pas encore mis d'axe. Si vous voulez, il faut mettre un axe après et recalculer tout ça. Bon, le but, c'est pas de ça. C'est pour vous dire tout simplement. Le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que ici, on est dans un cas de figure de la loi de la cas de figure de l'application de 3 lois de Newton. Et avec un cas particulier où somme de force égale 0, c'est-à-dire qu'on est en équilibre, et que dans cet équilibre, ben, il faut un repère galiléen, bon, chose que je n'ai pas fait parce que je vais pas, je suppose que je suis dans un repère galiléen, je suppose, mais je ne l'ai pas mis, pourquoi? Parce que je ne fais pas de projection sur des axes, parce que j'en ai pas l'utilité ici, j'ai mis juste les équations vectorielles, voilà, ça c'est de 1, et de 2, la notion de somme des forces égale à 0 est relative et dépend de la définition du système. Donc il faut définir le système. Qu'est-ce que c'est que le système? De quoi va être défini le système? Le système peut être un corps ou plusieurs corps. Voilà, donc la définition du système va amener, si vous voulez, à des équations vectorielles différentes. Donc c'est une notion relative. Tout dépend. Ça dépendra du système que vous allez étudier. En fonction de l'étude du système, vous aurez un ensemble de forces qui n'est pas forcément un ensemble de forces d'un autre corps du système. D'un autre corps considéré comme système. Donc le système est défini suivant celui qui étudie. L'étude se fait en fonction et basée sur la personne qui veut étudier un système adéquat, un système bien précis. Donc, quand il a défini son système, bon, il aura des équations en fonction de la définition de son système. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, par exemple, si je prends un corps tout court et un système qui est le corps constitué d'un corps et d'un autre corps avec lui, bon, c'est pas de même système. Donc, fatalement, les équations vectorielles des réactions, de réaction, de poids, réaction de tout ça, ne sont pas les mêmes. Et donc, on aura une équation à l'équilibre. Si c'est à l'équilibre, somme des forces égale à 0, ben, je veux dire, pas forcément les mêmes que. Ça dépendra du système. Voilà. Bon, je peux considérer. Ici, j'ai considéré des solides parfaits. Hein, dans le sens. Dans le sens que normalement, quand il y a un corps se déforme, bon, si je prends 2 points, la distance entre 2 points, ben, si le corps se déforme, ben, il y aura une variation de ces points matériels, si vous voulez, des points matériels que j'ai choisis. Hein, ils vont varier. Voilà, ça c'est tout court qui subit une déformation, ben, va avoir, si vous voulez, des distances à l'intérieur qui vont se comprimer, voilà, qui vont varier. Si vous voulez. Mais ici, moi, pour un but purement, je veux dire, didactique, ici, j'ai considéré que j'avais affaire à des solides parfaits. C'est-à-dire que j'avais un système matériel, si vous voulez, indéformable. Il n'est pas déformable. Voilà, j'applique des forces, mais je ne vais pas considérer qu'il y a des déformations du style voilà, des formations de traction, de compression, voilà, de torsion, ou de peu importe, voilà, toutes les déformations qu'on peut avoir, j'ai considéré ici comme un solide indéformable. Donc, comme je le considère indéformable, ben, c'est ce qu'on appelle un solide parfait. Donc, pour éviter, je veux dire, tout aléa, je veux dire, d'équation, d'écriture d'équation. Voilà.
Et je vous rappelle qu'un tel système, donc solide parfait, n'existe pas, mais c'est une hypothèse, si vous voulez, qui simplifie l'étude des problèmes de statique. Voilà. Parce que si on ne veut pas de solide parfait, à ce moment-là, il faut étudier toute l'étude de l'information y afférente. Voilà. Voilà, je vous remercie.